Bonjour et merci d'être ici pour le dernier de cette série de cours sur les algorithmes. Alors en préparant ce cours, je me suis demandé s'il y avait des sujets dont que j'avais omis jusqu'à présent et qui étaient vraiment un manque. Et je vais vous parler de deux sujets qui me semblent importants à mentionner au moins. L'un, c'est le problème de reconstruction d'arbres à partir d'ADN. L'autre, c'est une méthode algorithmique, la méthode primale duale, et son application pour construire des arbres de Steiner. Alors, je vais commencer par la reconstruction d'arbres à partir d'ADN. Prenons un arbre phylogénétique. Il y a un échantillon de la population mondiale qui a été pris, leur ADN a été analysé, et à partir de l'ADN, on a reconstruit leurs ancêtres communs et la structure arborescente de leurs plus proches ancêtres communs, l'arbre d'ascendance, l'arbre généalogique commun à quelques centaines, un échantillon de taille quelques centaines. Et on a trouvé par l'analyse de ces échantillons que l'ancêtre commun à tous les hommes modernes a vécu en Afrique il y a environ 200 000 ans. Alors comment peut-on faire ce genre de conclusion à partir de l'ADN? Et en particulier, voici l'homme vivant dont l'ADN est probablement le plus ancien de toute l'humanité. Il habite en Namibie. Donc, si vous vous demandez à quoi ressemblait l'homme il y a 200 000 ans, eh bien, peut-être qu'il ressemblait un petit peu à celui-ci. Comment peut-on utiliser l'ADN pour reconstruire l'évolution? Donc, chaque personne contient des cellules. Les cellules contiennent un noyau et des mitochondries. Les mitochondries contiennent de l'ADN. Le noyau contient 23 paires de chromosomes, 22 paires de chromosomes autosomes et une paire de chromosomes qui sont soit XY pour un homme, soit XX pour une femme. Ces chromosomes sont formés d'ADN. Le chromosome a 2 brins d'ADN, dans la mitochondrie aussi. Et les gènes sont des fragments d'ADN. Donc on peut voir l'ADN comme étant un mot écrit avec des lettres A, C, G, T, A pour adénine, C pour cytosine, etc., qui sont les bases azotées des nucléotides dont les paires la suite des paires forme l'ADN. Alors, si vous considérez deux individus, vous regardez leur ADN, vous trouvez 2 mots écrits sur les lettres ACGT. Vous pouvez regarder la distance entre le mot de l'individu I et le mot de l'individu J. La distance, le nombre de modifications à faire pour transformer le mot de M. I en le mot de M. J. Cette distance représente le nombre de mutations à partir de leur ancêtre commun qui ont permis d'un côté de descendre vers I, de l'autre côté de descendre vers J. Et donc, combien de temps s'est écoulé depuis leur ancêtre commun? Une estimation de ce temps, c'est le nombre de mutations sur ces brins d'ADN et donc la distance entre l'ADN de I et l'ADN de J. Donc, en analysant l'ADN de 2 individus, vous pouvez avoir une estimation de la distance qui les sépare en temps depuis leur plus proche ancêtre commun. Du coup, si vous en avez non pas 2, mais 4 individus, si vous regardez leurs ancêtres communs, si vous reconstruisez l'arbre, il y a essentiellement 2 formes d'arbres possibles que j'ai représentées à gauche et à droite. Donc vous avez 4 individus représentant 4 espèces, par exemple, et vous regardez la distance entre, par exemple, l'individu A et l'individu B. S'il y a un ancêtre potentiel qui était à distance 50 à gauche de son fils, 42 à droite de son descendant qui s'est ensuite différencié, que depuis que ce descendant s'est différencié, il y a eu 17
mutation, enfin je prends des nombres tout petits, normalement c'est beaucoup plus grand que ça, menant vers B et 16 vers un autre individu, la distance entre A et B, ce sera 8 plus 50 plus 42 plus 17, 117. Pour l'arbre de droite, vous avez d'autres possibilités. Et la question, c'est, étant donné ces distances, reconstruire l'arbre. Et donc, un exemple vous est donné ici. Vous avez 5 individus, 5 brins d'ADN, et vous reconstruisez par phylogénie l'arbre commun à l'arbre des branches entre ces 5 individus. Alors, comment faire pour faire ça? L'idée, c'est que ceux qui sont les plus proches sont à faible distance l'un de l'autre. Donc, l'idée, elle est facile. Par exemple, ici, A et l'autre nœud à droite de A sont à distance 15, qui est beaucoup plus faible que les autres distances. Et donc, on peut penser que A et son voisin, ici, sont effectivement dans l'arbre les deux cousins les plus proches. Et donc, cela suggère une méthode algorithmique pour reconstruire. Et est-ce que cette méthode va bien marcher? Observons ce qui se passe quand vous avez 4 éléments. 4 éléments, I, J, K, L. Donc vous avez toutes les paires de distances, les 6 distances entre ces éléments. Que se passe-t-il? Si l'arbre est le suivant, si I et J sont proches, K et L sont proches, et ils sont loin l'un de l'autre, peut-être que la racine est quelque part sur ce chemin, alors la distance entre I et J et la distance entre K et L, la somme de ces deux distances, c'est la longueur de ces 4 arêtes. C'est la somme du nombre de mutations sur les 4 arêtes. Alors que, si vous regardez la distance de I à K et la distance de J à L, leur somme, c'est cela plus 2 fois le nombre de mutations sur l'arête centrale. De même, si vous calculez la distance de I à L plus la distance de J à K, c'est également la somme des 4 arêtes sur le côté plus 2 fois le nombre de mutations sur l'arête centrale. Donc ce que vous observez ici, c'est que si vous avez un arbre qui permet de reconstruire correctement IJKL à partir de ces distances, alors nécessairement, nous avons la propriété que DIJ plus DKL doit être plus petit que DIK plus DJL, qui doit être égal à DIL plus DJK. C'est ce qu'on appelle la propriété des quadruplés. Pour tout quadruplé IJKL, il faut que, pour qu'il existe un arbre qui soit cohérent avec les distances qui vous sont données, il faut que pour tout quadruplé IJKL, il y ait une façon de regrouper deux nommés IJ et les deux autres nommés KL, de façon que DIJ plus DKL soit plus petit que DIK plus DJL, qui soit égal à DIL plus DJK. Ça, c'est la condition des quadruplés. Si la condition des quadruplés est satisfaite, alors il y a un algorithme qui permet de reconstruire l'arbre. Qu'allez-vous faire? Vous avez non plus 4, non plus 2, mais n individus, et vous essayez de reconstruire l'arbre de ces n individus. Qu'allez-vous faire? Vous allez trouver 2 feuilles voisines entre guillemets, I et J. Vous dites, ces 2 feuilles, elles ont un pair commun. Ce pair, je vais l'appeler K. Qu'allez-vous faire? Vous avez au départ la matrice avec toutes les distances. Vous allez dire I et J, maintenant je peux les éliminer, je sais quel est leur pair. Leur pair, c'est K. Et que faut-il faire? Il faut créer dans la matrice une nouvelle ligne qui correspond à ce nouveau nœud K que vous avez découvert. Comment calculez-vous les nouvelles distances de ce nouveau nœud K par rapport au reste? Eh bien, pour tout nœud M, quelle est la distance de K à M? C'est plus petit que la distance de I à M. C'est plus petit que la distance de J à M. C'est plus petit que la moyenne des deux. En fait, si vous faites la somme des deux, la moyenne des deux, vous allez avoir exactement cette distance, sauf que vous aurez cette valeur-ci en trop et cette valeur-là en trop. Et ces deux valeurs, leur somme, que vaut-elle? Elle vaut exactement
la distance de I à J. Donc ça vous permet de calculer exactement la distance de ce nouveau nœud K que vous avez découvert par rapport à M, qui est la moyenne des distances de I et J à M, moins la moitié de la distance de I à J. Vous mettez la matrice à jour, vous avez une entrée de moins dans la matrice, et il ne reste plus qu'à répéter la construction pour pouvoir avoir le reste de l'arbre. Donc ça vous donne un algorithme très simple pour reconstruire l'arbre sur ces n individus. La seule petite subtilité, c'est de trouver les feuilles voisines, mais je vais éliminer ce point. Et puis, on peut faire plus avec cela. On peut faire plus parce qu'on a non seulement les distances, mais on a aussi l'ADN. Donc, avec l'ADN, on peut faire un travail plus avancé qui permet non seulement de reconstruire l'arbre, mais aussi de reconstruire l'ADN des ancêtres. Pourquoi ? Eh bien, vous voyez bien ici, donc ici c'est un cas de reconstruction, non pas à partir d'une population, mais à partir d'espèces, de reconstruction de l'arbre d'évolution des espèces. Donc si vous regardez l'ADN des espèces, vous pouvez regarder non seulement leur distance, mais aussi la position dans leur ADN des endroits où c'est différent. Les points communs, les différences, et à partir de cela, vous pouvez en déduire quel est l'ADN de l'ancêtre. Non seulement quelles sont les distances et la structure de l'arbre, mais aussi quelle est la valeur de l'ADN de l'ancêtre. Et c'est grâce à ça qu'on peut identifier un individu et dire c'est celui-ci qui a l'ADN le plus ancien, qui ressemble le plus à notre ancêtre de départ. Alors, donc on peut faire ça aussi par un algorithme un peu plus avancé. Et donc, en fait, cet ADN peut être utilisé à beaucoup de niveaux différents. On peut l'utiliser au niveau des espèces. En regardant les distances entre l'ADN de différentes espèces, ça permet de reconstruire l'arbre d'évolution des espèces. On peut le faire au niveau des populations. Un échantillon de la population mondiale, ça permet de reconstruire l'ancêtre commun. Ça a été fait en utilisant le chromosome Y, qui permet de retracer, de passer par le père, donc regarder uniquement l'arbre généalogique en remontant au père, et qui a permis de trouver l'Adam, enfin l'ancêtre commun à l'échantillon des hommes. Ça a été fait pour les femmes en regardant l'ADN mitochondrial, qui lui est transmis aux femmes, pas aux hommes. Et ça a permis de trouver l'Ève, il y a environ 150 000 ans, je crois, une femme ancêtre commun à toutes les femmes qui vivent actuellement. Mais on a beaucoup plus d'applications de cela. On peut aussi le faire au niveau des langages, des langues naturelles. On peut faire ça au niveau des langues naturelles. Pourquoi ? Parce que là, ce n'est pas de l'ADN qu'on a, mais on peut quand même définir la distance entre les langues. Vous savez bien, par exemple, que le français et l'italien sont plus proches l'un de l'autre qu'ils ne le sont de l'anglais. Donc on peut, de la même façon, étudier les langues existantes, appliquer ce genre d'analyse systématique et démontrer comment les langues ont évolué, se sont différenciées les unes des autres au fil de l'histoire, et retrouver l'histoire des langues maintenant anciennes. Et puis ça peut se faire aussi, ou ça pourrait se faire aussi, au niveau des individus, pour reconstruire les arbres généalogiques. Les individus peuvent actuellement, vous pouvez faire appel à une entreprise et une petite boîte, et vous envoyez un échantillon de salive, et vous obtenez l'analyse d'une partie de votre ADN, plus ou moins précise selon la somme que vous payez. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir une analyse de certains marqueurs dans les gènes. Par exemple, prenons le premier segment d'ADN qui s'appelle 10-393. Tous les hommes, quelle que soit leur origine, à cet endroit-là, ils ont la même séquence AGAT. Mais elle est répétée, AGAT, 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 AGAT. Combien de fois ? Un certain nombre de fois. Et le nombre de répétitions varie d'une personne à l'autre, entre 9 et 17.
Donc, en fait, ça varie au fil de modifications. Et du coup, plus le nombre de marqueurs identiques est élevé, plus la parenté entre vous et une autre personne est proche. Donc, ça veut dire que vous envoyez votre salive, vous recevez un ensemble de marqueurs, et pour ces marqueurs, chacun de ces marqueurs, vous recevez le nombre d'allèles, le nombre de copies. Ici, dans le lieu numéro 1, 10 393, il y avait 13 allèles. Lieu numéro 2, 10 390, 24 allèles, et ainsi de suite. Donc cette suite de nombres, 13, 24, 14, 11, 11, 14, 12, 12, 13, 13, c'est pour ainsi dire votre identité. Votre identité. Et après, une fois que vous avez ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aller rechercher dans une base de données, donc votre haplotype, vous pouvez aller rechercher ceux qui ont une identité proche. Et ça vous permet de voir vos cousins, vos frères, vos cousins au 2e degré, au 3e degré, et ainsi de suite. Alors voilà le nombre voilà un exemple de résultat pour un échantillon qui était, paraît-il, qui serait un échantillon d'ADN de Louis XVI. Donc il a été analysé dans 2 laboratoires. Ils ont donné le résultat sur le nombre d'allèles pour chacun des marqueurs, et c'était essentiellement identique. Et donc, quand je vois ces possibilités, actuellement en France, on a le droit de faire ce genre d'opération que pour des raisons médicales. Mais dans la plupart des autres pays, n'importe qui peut faire ça. Aux États-Unis, c'est très populaire. Des millions de personnes ont envoyé leur salive, ont eu leur ADN testé, s'en sont servis pour vérifier leur arbre généalogique. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire, par exemple, si votre nom de famille est Johnson, vous regardez toutes les personnes aux États-Unis dont le nom de famille est Johnson, tous ceux à qui se sont inscrits dans la base de données. Vous analysez votre ADN par rapport au leur, ça vous permet de trouver vos cousins les plus proches. Mais il peut aussi y avoir des surprises. Par exemple, vous et votre cousin, vous envoyez tous les deux votre ADN. Surprise, rien en commun. Imaginez, votre père et son père étaient frères, et vous voyez tout de suite les conséquences. Il y a un impact sociétal non nul au fait de faire ce genre d'analyse. Quand on envoie sa salive, il faut être prêt à assumer les résultats inattendus possibles. Paraît-il que environ 15% des enfants n'ont pas les parents qu'on penserait. C'est-à-dire que en tout cas aux États-Unis. En France, je ne sais pas. Et puis, il y a d'autres conséquences. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous entrez votre ADN dans la base de données, non seulement ça peut vous permettre d'observer des phénomènes inattendus sur vos cousins, mais ça peut aussi vous permettre de découvrir des cousins que vous n'attendiez pas. Et donc c'est comme ça qu'un collègue à moi récemment s'est lancé là-dedans, par simple curiosité. Il a été contacté par quelqu'un qui lui a dit « Tiens, tu es mon cousin ». Et lui ne savait pas du tout quel était son lien, ne voyait aucun lien entre lui et cette personne. Du coup, il a envoyé son ADN pour le faire analyser, et grâce à ça, il a retrouvé 2 branches de sa famille dont il ne savait pas que ça existait. Et donc ce cousin, c'était d'ailleurs un cousin proche, cousin au 2e degré, je crois, et en fait, en comparant leurs histoires familiales, ils ont découvert que son grand-père à lui avait été précepteur d'un membre de la famille de l'autre. Donc vous voyez, on pense qu'il y a des secrets de famille qui disparaissent quand les gens décèdent, que la mémoire s'en va, mais non, la mémoire reste dans l'ADN. C'est très populaire pour les enfants adoptés. Très souvent, quand les enfants adoptés deviennent adultes, ils ont envie de retrouver leurs origines biologiques, et ils font appel à ce genre de base de données. Et puis, le don d'ADN, le don de sperme, par exemple,
qui est anonymat garanti dans la loi. Je pense que c'est un leurre. Je pense qu'à la vitesse à laquelle ces bases de données se construisent, l'anonymat ne va pas exister. Actuellement, il semble qu'en quelques mois, le nombre de cousins qu'on peut trouver peut augmenter de 10%. Il y a une explosion de la taille de la base de données. Donc voilà un petit aperçu du potentiel des découvertes, non seulement de théorie d'évolution, mais aussi au niveau personnel, ou disons, compléter son arbre généalogique, ou le tailler, qui est possible grâce à une combinaison de la biologie moléculaire et de l'algorithmique. Bien, alors ça c'était la partie non technique de l'exposé. Maintenant je passe à la partie technique. Je voudrais parler de la méthode primale duale de conception d'algorithmes d'approximation appliquée à l'arbre de Steiner. Il m'a semblé que parmi les méthodes pas trop techniques et en même temps inattendues, c'était celle qui vraiment manquait parmi celles que j'ai présentées dans ce cours. Donc je ne voudrais pas le terminer sans avoir parlé de cette approche de développement, conception d'algorithmes. Alors, commençons. 1836, Gauss. Quelle est la façon la plus courte de connecter 4 points ABCD? Vous voyez, vous avez 4 points ABCD dans le plan. La façon la plus courte de dessiner un arbre qui les connecte, c'est peut-être ça, en créant 2 nouveaux points XY et en reliant AB à X, CD à Y. Ou alors, peut-être que c'est comme ça, A et B à X, puis de X à C, puis de C à D. Donc ces schémas sont tirés d'une lettre de Gauss à Schumacher. Ça ressemble au problème de tout à l'heure, mais ce n'est pas tout à fait le même, pas du tout le même, parce qu'ici on n'a pas un arbre, on a des points dans le plan. Et du coup, ça change tout sur les calculs, les distances, etc. En général, voici la définition du problème que je vais résoudre devant vous. C'est le problème de l'arbre de Steiner dans un graphe avec une métrique. Vous avez un graphe, vous avez des arêtes qui ont des poids, des longueurs, qui représentent des distances. Et puis, parmi ces sommets du graphe, vous avez des terminaux, des sommets appelés terminaux, que j'ai dessinés avec des carrés, que vous devez connecter les uns aux autres par un arbre. Donc, dans ce graphe, vous devez choisir un sous-ensemble des arêtes qui forment un arbre et qui connectent les terminaux les uns aux autres. Et puis, il faudrait qu'il soit le plus court possible. C'est le problème de Steiner. Dans le cas de ce graphe, la solution optimale, elle est dessinée en rouge ici. Ça vous fait un arbre de longueur 6 plus 12 plus 9 plus 6 plus 12, 45. En général, étant donné un graphe, étant donné ses distances, ses arêtes et ses distances, étant donné les terminaux, comment trouver la meilleure façon de les connecter? Ce problème est NP difficile. Donc, on ne peut pas le résoudre exactement dans le pire cas. Donc, une façon de gérer cela, c'est d'utiliser des algorithmes d'approximation. Voici un algorithme qui utilise la méthode primale duale. Je vais commencer par simplement exécuter l'algorithme sur cet exemple. Je vais faire tourner l'algorithme et puis ensuite, on verra comment il est défini. J'ai une notion de temps. Je démarre de mes 4 terminaux. 1, 2, 3, 4. Je fais grossir une petite boule autour de chaque terminal. Au temps t, la boule à rayon t. Au temps 6, j'ai des boules de rayon 6 autour de chaque terminal. Et que se passe-t-il? Ça s'arrête ici à longueur 6. Donc, lorsque, à partir du terminal du haut, vous avez regardé autour de vous jusqu'à distance 6, quelque chose de nouveau est arrivé dans votre
est devenu visible pour vous, ce sommet-là. Vous pouvez atteindre ce sommet à distance 6 à partir du terminal. Et puis, à partir de ce terminal de droite, vous pouvez également atteindre ce sommet-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, en payant 6, je peux atteindre ceci à partir de là, ce nœud-là à partir de là. Je les attache, je dessine ces deux liens. Voilà, donc, je commence à construire un arbre. Et qu'est-ce que je fais? Maintenant, ce terminal n'est plus tout seul, il est avec ce sommet-là, donc je vais mettre les deux ensemble. Et pareil là. Donc, que se passe-t-il maintenant? Je continue à faire écouler du temps. Je passe au temps 8. Au temps 8, autour de ce sommet, ce terminal, j'ai une boule de rayon 8. Pareil là. Autour de cette paire terminal plus ce sommet, j'ai fait grandir en allant de l'instant 6 à l'instant 8. Donc, pendant 2 instants, je suis allé voyager sur les arêtes. Et pareil ici. Que se passe-t-il à l'instant 8 si vous regardez cette arête? Au départ, le terminal d'en haut avait déjà traversé un chemin de longueur 6. Après, l'ovale a encore voyagé pendant un temps de 2. 2 en plus. 6 plus 2, 8. En bas, à partir de ce terminal, on a voyagé une distance de 8. 8 plus 8 égale 16. Les deux se rencontrent. On a parcouru toute cette arête, et maintenant, ce terminal devient visible de celui-là, et vice-versa. Les deux terminaux peuvent maintenant se rejoindre, se lier par cette arête, et au lieu d'avoir deux composantes séparées, nous avons maintenant une seule composante ici, consistant en ces trois sommets ensemble. T égale 9. T égale 9. À partir de ces trois sommets ensemble, on voyage sur les arêtes qui sortent, là, l'arête de coup 20 et l'arête de coup 9. Ici, cet ovale continue à grossir, cette boule aussi. À l'instant 9, vous avez cette arête-là, qui a été explorée à partir du terminal du bas pour une distance de 9, à partir du nœud central, enfin de cet ovale, pendant un temps 3, 9 plus 3, 12, toute la longueur est parcourue, on a vu cette arête. Cette arête devient visible, on fait un groupe avec ces trois sommets. T égale 10, on fait grossir ces trois sommets ensemble et ça ensemble. À l'instant 10, de même, l'arête de longueur 20 devient visible parce qu'elle a été parcourue de la droite et de la gauche. On peut la rajouter et maintenant, tous les terminaux sont connectés. À ce stade, qu'est-ce que vous avez? Vous avez rajouté une suite d'arêtes au cours du temps, 6, 6, 16, 12 et 20. Ça vous fait un arbre. Cet arbre connecte les quatre terminaux les uns aux autres. Et puis cet arbre, il est un petit peu trop feuillu. Comme au printemps, il y a trop de branches qui sortent, à savoir celle-ci ne sert à rien. Donc on l'enlève, on taille l'arbre et on obtient le résultat final qui est cet arbre. C'est la sortie de l'algorithme. Longueur 16 plus 20 plus 6 plus 12, 54. 54 alors que l'arbre optimal avait longueur 45. 45, 54. Alors c'est une coïncidence que 4, 5, 5, 4, ça c'est une coïncidence. Mais ce qui est important, c'est que 54, ce n'est pas beaucoup plus grand que 45. Pas beaucoup plus grand. En fait, on peut démontrer que c'est au plus 2 fois plus grand. Au plus 2 fois plus grand. Alors, cet algorithme, vous voyez, il est simple. Il est simple, mais il est mystérieux. Pourquoi est-ce qu'il marche? Qui est-ce qui en a eu l'idée? D'où sort cette idée? Eh bien, l'idée sous-jacente, c'est qu'on fait une approche primale duale du problème. Alors, voyons cela un peu plus en détail. Donc maintenant, on va voir un petit peu d'algèbre. Qu'est-ce que l'algorithme a fait en cours de route? Il a travaillé à construire deux structures. D'une part, il a construit un arbre, petit à petit, pour connecter les terminaux entre eux. Donc il est arrivé à cet arbre-ci avant la taille. D'autre part, il a fait grossir des boules, puis des ovales, et ainsi de suite, qui sont imbriquées. Donc chaque boule,
on peut voir ça comme un sous-ensemble des sommets. Là, vous aviez le terminal et ce sommet-là. Après, vous aviez 3 sommets ensemble, et ainsi de suite. Donc, vous avez un ensemble une collection de sous-ensembles des sommets, et elles ont une structure imbriquée les uns dans les autres. En fait, c'est une structure laminaire. Si vous en prenez 2, ils sont soit disjoints, soit inclus, l'un dans l'autre. Et ça c'est une structure qui est cachée. Si vous réfléchissez juste au problème à partir de sa définition, il n'y a pas spécialement de raison de commencer à construire cela. Et en plus, chacun de ces objets, je vais les appeler des coupes, chacun de ces objets a une valeur, 2, 2, 6, 8, 1, etc., qui correspond au temps pendant lequel on a fait grossir cette boule-là, cet ovale-là, cette coupe-là. Donc, l'arbre a des longueurs, les arêtes ont des longueurs, les coupes ont des valeurs, le temps pendant lequel elles ont été actives, elles ont grossi. L'arbre, c'est la structure primale qui a évolué au cours du temps. Les coupes, c'est la structure duale qui a été construite au cours du temps. L'algorithme a construit 2 objets en même temps. Alors, mettons un petit peu d'algèbre derrière ça. Prenons une formulation mathématique du problème. Vous aviez un graphe, le graphe noir qui est ici. Vous vouliez un arbre qui connecte les terminaux. Qu'allez-vous faire? Un arbre, donc pour chaque arête du graphe, vous définissez une variable, x indice e, qui vaudra 1 si l'arête est dans l'arbre, 0 si elle n'est pas dans l'arbre. Donc pour la solution qui est là-haut, x, AB, BE, BC, FC et FD, tout cela sont égaux à 1, pour dire voici les arêtes de l'arbre. Et x, AE, EF et FD, AD n'existe pas, sont tous égaux à 0 pour dire que ces arêtes-là ne sont pas dans l'arbre. Donc cet ensemble de valeurs 0 ou 1 pour x, c'est une façon de représenter l'arbre. Que veut-on faire? On veut minimiser la longueur totale de l'arbre. C'est-à-dire, c'est minimiser quoi? C'est minimiser 16 plus 1 plus 6 plus 6 plus 12, c'est-à-dire la somme des longueurs des arêtes qui sont mises dans l'arbre. C'est-à-dire la somme des longueurs des arêtes pour lesquelles x égale 1. C'est-à-dire 16 fois xab, plus 6 fois xbe, plus 12 fois xae. Ah oui, là, il y avait une arête de longueur 12. Donc, si on prend l'arête 12, l'arête AE, il faut payer 12, et ainsi de suite. Donc, vous voulez trouver des valeurs 0 ou 1 pour chaque variable, une variable par arête, de façon à minimiser cette quantité. Et puis, il faut que le résultat soit un arbre. Parce que si vous le dites juste comme ça, on n'a qu'à dire on va mettre tout le monde à 0 et puis c'est bon. On aura coût 0, ce sera optimal. Mais il faut que ça connecte les terminaux entre eux. Comment va-t-on écrire le fait que les terminaux doivent être connectés les uns aux autres? Ça veut dire que pour toute paire de terminaux, il faut qu'il existe un chemin qui les relie. Il existe un chemin. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que par exemple, si vous regardez dans le graphe, ABE d'un côté et CFD de l'autre, ça fait une coupe. Je prétends qu'il y a forcément une arête de l'arbre qui traverse la coupe. Il y a forcément au moins une arête de l'arbre, peut-être plusieurs. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y aurait pas moyen de connecter les terminaux A et B aux terminaux C et D. Donc je regarde toutes les coupes qui séparent les terminaux, qui ont au moins un terminal à gauche, au moins un terminal à droite. Et je dis, il faut qu'il y ait au moins l'une des arêtes traversant cette coupe qui soit dans l'arbre. Donc en particulier, si on prend cette coupe-ci, qui sépare le terminal C et le nœud F des autres terminaux, parmi les arêtes BC, EF, FD, non attendez, cette coupe-là, parmi les arêtes BC, CF et FD, il y en a au moins une qui doit être prise. Ceci peut se traduire par l'inégalité parmi les variables XBC, XCF, XFD, il y en a au moins une qui doit être égale à 1. Donc la somme des trois
doit être au moins égal à 1. Et donc, on peut écrire ça pour toutes les coupes, du graphe qui sépare les terminaux. Et ça vous fait une formulation algébrique pour le problème de l'arbre de Steiner de coût minimum. Ça, c'est la structure primale du problème. Alors vous allez me dire, mais des coupes, il y en a beaucoup. J'ai parlé depuis le mois de novembre, je parle d'algorithmes en temps raisonnable, en temps polynomial. Mais des coupes, il y en a un nombre exponentiel. Alors, ça ne dérange pas? Ben non, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas parce que, regardez mon algorithme de tout à l'heure. Mon algorithme, il n'écrit pas toutes les inégalités. Il écrit juste celles dont il a besoin au fur et à mesure. Il va juste, dans l'exécution, il n'a pas besoin d'écrire toutes les inégalités. Ça, c'est conceptuel. Ça fait partie de l'analyse. C'est la partie analyse, ce n'est pas la partie algorithme. Donc, on ne se préoccupe pas du nombre d'inégalités. Alors maintenant, regardons l'autre partie de la structure. Les coupes séparant les terminaux. Si vous considérez un sous-ensemble des sommets, par exemple BIE, donc, tel que vous ayez au moins un terminal parmi ceux-là, et puis il y en a aussi de l'autre côté. Donc ça, c'est une coupe qui sépare les terminaux. Pour chacune de ces coupes, vous avez une variable y. Donc pour la coupe S, vous avez une variable y indice S. Quelles conditions satisfont les coupes que nous avons construites? Eh bien, dans ce que nous avons construit, d'abord, presque tous les y sont à 0. J'en ai dessiné très très peu des coupes. J'en ai dessiné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, quand j'ai dessiné une coupe, que s'est-il passé? Quand j'en ai dessiné une, eh bien, il s'est passé que, par exemple, celle-ci, ici, j'ai dit à l'instant 6, il se passe quelque chose. À l'instant 6, je peux traverser cette arête. Donc à l'instant 6, j'ai rajouté cette arête. Donc en fait, si vous regardez, disons, prenons l'arête 20. L'arête 20, elle est traversée par la coupe à l'instant 6, la coupe à l'instant 8, qui a été active entre l'instant 6 et l'instant 8, la coupe à l'instant 10, qui a été active de l'instant 8 à l'instant 10, et puis pareil de l'autre côté, à l'instant 6, à l'instant 9 et à l'instant 10. Toutes ces coupes ont découvert les 6 premières, la longueur 6 du chemin, puis 2 en plus, puis pareil de l'autre côté. Et ce sont les valeurs de ces variables, 6 plus 2 plus 2, etc. Ce qu'on a, c'est que la somme de ces variables vaut O plus 20. On a arrêté de grossir une de ces coupes, de grossir la valeur, dès qu'on a heurté l'arête. Dès qu'on a heurté une arête, on a dit « Ah, cette coupe-là, on arrête. » Donc ce Y, il arrête de grandir. Il ne peut pas grandir en plus parce qu'il y a une arête qui l'empêche de grandir. Il a atteint la longueur de cette arête. Donc on va changer de coupe. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ici, nous avons construit un ensemble de valeurs YS qui satisfait toute une série d'inégalités. Une inégalité pour chaque arête. Pour cette arête-ci, les coupes traversant cette arête doivent avoir la somme de leurs valeurs, doit valoir O plus 16. Et puis ainsi de suite. Bon, et là, je n'ai pas mis, dans les petits points, je n'ai pas mis toutes les coupes telles que le Y vaut 0. Le Y vaut 0, mais c'est présent implicitement dans cette contrainte. La contrainte générale, c'est quoi? C'est si vous avez un sous-ensemble S de sommets qui contient certains terminaux, mais pas tous. Si vous regardez Y, donc pour toute arête E, si vous regardez toutes les coupes de cette façon qui traversent, qui sont coupées par E, donc E a un sommet dans S et un sommet de l'autre côté, un sommet à l'intérieur de S, un sommet à l'extérieur de S. La somme de tous ces YS, donc toutes les coupes qui explorent l'arête S, c'est O plus, l'arête E, c'est O plus la longueur de E, O plus le poids de E. Donc ça, ce sont les contraintes de ma structure duale. Et avec ces contraintes, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai essayé de pousser mes Y le plus haut possible, maximiser la somme de tous les Y.
Donc j'ai d'un côté des variables, une pour chaque arête, et des contraintes, une pour chaque coupe. De l'autre côté, j'ai une variable, une pour chaque coupe, et une contrainte, une pour chaque arête. Ces deux problèmes, minimiser la longueur de l'arbre avec ces contraintes, maximiser la somme des valeurs des coupes avec ces contraintes, il y a une dualité entre les deux. Cette structure ici, ce qu'on appelle un programme linéaire, est duale de ce programme linéaire. Ils sont duaux l'un de l'autre, et il y a un grand théorème de l'optimisation combinatoire, de l'optimisation, qui vous dit que la valeur de ces deux problèmes est la même. Que vous essayez de minimiser, choisir x pour minimiser tout cela, ou choisir y pour minimiser tout ça, vous obtenez la même valeur. Le minimum de la somme des WEXE, du poids des x, c'est égal au maximum de la somme des YS, de la valeur des coupes. Donc la valeur optimale, je vais l'appeler x étoile E d'un côté, y étoile S de l'autre. En utilisant la dualité et en se basant sur ce théorème, c'est avec ça qu'on démontre la 2 approximation, qu'on démontre le fait que la solution finale, qui tout à l'heure avait valeur 54, c'est au plus 2 fois l'optimum. Donc c'est là qu'on peut démontrer la qualité de l'algorithme. Pourquoi ? Parce qu'on peut démontrer, puisque nos deux structures ont été construites simultanément. On peut regarder quand x augmente, quand y augmente, de combien l'un augmente, de combien l'autre augmente. On peut faire une preuve par récurrence au fil du déroulement de l'algorithme, et on peut démontrer que la somme totale des xe, la longueur de l'arbre, vaut au plus 2 fois la somme des YS. Là, alors on démontre une récurrence légèrement différente, mais à la fin, ça montre ça. La somme des YS, la valeur totale des coupes. Et donc, à partir de ça, on finit la preuve du théorème en une ligne. Le poids de l'arbre résultat, c'est la somme des xe. La somme des xe, par une analyse détaillée du processus de l'algorithme de croissance de l'arbre et des coupes, c'est au plus 2 fois la somme des y. Mais la somme des y, bon, c'est une valeur possible ici, c'est moins que le maximum. Au plus 2 fois la somme des YS étoiles. Mais le maximum possible, il est égal au minimum de l'autre côté. Il est égal à 2 fois la somme des x étoiles. Et ce minimum, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'optimum. C'est l'optimum. Alors, j'ai un tout petit peu triché, mais je saute ça. C'est au plus l'optimum, puisque vous avez minimisé un programme en linéaire en réel ici, et non pas en entier, donc c'est pour ça qu'il y a l'inégalité, mais ça fait au plus 2 fois l'optimum. Et ça termine la preuve. Donc, vous utilisez une analyse ad hoc de votre algorithme, le théorème majeur principal de l'optimisation, cette égalité ici, et puis le reste, c'est s'en déduit tout seul. Donc ça, c'est vraiment c'est générique pour analyser toutes sortes de méthodes primales duales. Et je voudrais encore vous dire un petit mot sur ce théorème mystérieux. Ce théorème mystérieux, aujourd'hui, c'est ma dernière chance de vous faire des choses techniques. Alors allons-y. Ce théorème mystérieux, pourquoi est-il vrai ? D'où est-ce que ça vient, ça ? Et cette dualité, d'où est-ce qu'elle sort ? Je vais vous en démontrer une partie. Je vais prendre un programme simple. Je vais prendre maximiser 6x1 plus 14x2 plus 13x3 avec des inégalités linéaires. x1 plus 4x2 plus 2x3 vaut au plus 48. x1 plus 2x2 plus 4x3 vaut au plus 60. x1 et x2 et x3 sont supérieurs ou égaux à 0. Vous regardez ça, je vous dis, que vaut la valeur optimale ? Vous dites, je ne sais pas. Je vous dis, bon, est-ce que ça vaut 10 000 ? Est-ce que c'est possible que ça vaille 10 000 ? Vous me dites, non, c'est pas possible. Alors je vous dis, pourquoi ? Vous réfléchissez 2 minutes et vous me dites, mais non, parce que si vous prenez la première contrainte, x1 plus 4x2 plus 2x3 vaut au plus 48, multiplié par 6,5, vous en déduisez 6,5 x1 plus 26x2 plus 13x3 vaut au plus 312. Mais 6x1, c'est plus petit que 6,5x1. 14x2, c'est plus petit que 24x2. 13x3, c'est pareil que 13x3. Donc la somme 6x1 plus 14x2 plus 13x3 vaut au plus 312. Donc vous pouvez déduire de cette contrainte que
que quelle que soit la façon dont je me débrouille, je ne pourrai jamais arriver à un optimum meilleur que 312. Bon, alors je vous dis, bon, très bien. Alors est-ce que l'optimum peut être égal à 312 ? Vous me dites, oh, ce serait difficile, il faudrait bien avoir de la chance. Vous réfléchissez 2 minutes et vous me dites, mais non, mais non. Parce que regardez, si vous prenez la première inégalité, vous multipliez par 5. La deuxième inégalité, vous multipliez par 1. Qu'est-ce que vous obtenez ? Donc c'est au plus 5 fois 48 plus 60 au plus 300. Qu'est-ce que vous obtenez ? 5x1 plus x1. 20x2 plus 2x2, 22x2. 10x3 plus 4x3, 14x3. Vous obtenez quelque chose qui est plus grand que 6x1 plus 14x2 plus 13x3, parce que terme à terme, c'est plus grand, et qui est plus petit que 300. Vous me dites, non, ça ne veut pas valoir 312, ça vaut au plus 300. Et maintenant, je vous dis, on va faire un saut. Je vous dis, bon, j'ai vu votre méthode. Quelle est la meilleure borne que vous puissiez obtenir avec cette méthode ? Et vous me dites, comment est-ce que ça peut marcher, ça ? Comment est-ce que ça peut marcher ? Ce que je vais faire, c'est, je vais prendre la première inégalité. Je la multiplie par un scalaire. Appelons-le y1. Je prends ma deuxième inégalité. Je la multiplie par un scalaire. Appelons-le y2. Maintenant, ce que je sais, comme borne supérieure, je vais avoir au plus 48y1 plus 60y2. Et ce sera une borne supérieure à condition que chaque coefficient soit plus grand que 6, que 14 et que 13. Donc il faut, le coefficient de x1, ce sera y1 plus y2. Il faut que ce soit plus grand que 6. Le coefficient de x2, 4y1 plus 2y2. Il faut que ce soit plus grand que 14, etc. Donc si j'ai ces 3 inégalités, alors je sais que 6x1 plus 14x2 plus 13x3 sera plus petit que 48y1 plus 60y2. Donc la meilleure borne que je puisse obtenir par cette méthode, c'est quoi ? C'est la valeur minimale possible de 48y1 plus 60y2 pour tous les y1 et y2 positifs qui satisfont ces 3 contraintes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la meilleure borne que je peux obtenir, c'est la solution de ce problème. Minimiser 48y1 plus 60y2 avec ces 3 contraintes, y1 et y2 non négatifs. Eh bien ça, c'est le dual de ça. Ce que je viens de faire, c'est que je viens de construire le programme dual du premier programme. Et en même temps, je vous ai démontré que ce maximum était plus petit que ce minimum. Eh bien, j'ai fait tout le travail. C'est ça, c'est tout ce dont on a besoin pour démontrer. Alors, ça démontre la moitié des théorèmes, la moitié facile, mais c'est de tout ce dont on a besoin pour l'analyse de l'algorithme. Voilà, donc ça, c'est vraiment... Ça, c'est des maths. D'où on déduit ces 2 structures duales, d'où on déduit une deuxième structure sous-jacente cachée qui vient en lumière quand on construit le dual, qui donne des suggestions pour construire l'algorithme, qui permet d'avoir un algorithme analysable et efficace, une bonne approximation au problème de départ. La taille finale, bon, je saute. Alors, ça a des applications à plusieurs problèmes. Pas l'arbre de Steiner en lui-même, mais des problèmes qui ressemblent fortement à l'arbre de Steiner et qui sont résolus par des algorithmes du même genre, des algorithmes de style primal dual. Exemple, application à la sidérurgie. Vous avez une usine, laminage d'acier. Vous avez des brames d'acier. Vous recevez des commandes. Une commande, c'est quoi ? Ça vous dit, je veux un rouleau d'acier de telle largeur, telle longueur, telle épaisseur. Un ensemble de commandes, donc un ensemble de valeurs de ce type-là. Et à chaque fois que vous réalisez une commande, donc ces commandes, vous pouvez les regrouper, mais à chaque fois, vous devez changer, réajuster vos machines entre les commandes, ce qui a un certain coût d'ajustement d'une commande à l'autre. Ça veut dire que vous avez un coût de transition, ça prend du temps de réajuster les paramètres, ça prend entre 4 et 10 heures. Donc vous pouvez dessiner un graphe avec votre ensemble de commandes, avec des liens étiquetés par les coûts de transition. Et ce que vous voulez faire, c'est satisfaire toutes les commandes, mais avec un coût de transition le plus faible possible. Eh bien ça peut se formaliser comme un problème de style voyageur de commerce avec des récompenses, et ça peut se résoudre par un algorithme de type primal dual.
Deuxième application, la médecine. Vous avez un réseau biologique. Un sommet, c'est une protéine. Une arête, c'est une interaction entre deux protéines. Et le poids de l'arête, ça va être la force de l'interaction, la probabilité de la confiance, selon vos données expérimentales, le fait que ces deux protéines interagissent plus ou moins l'une avec l'autre. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les flux d'informations par interaction entre des protéines, donc des chemins dans le graphe, des ensembles de protéines qui interagissent, des arbres dans le graphe. Et ce que vous voulez faire, c'est identifier les voies de signalisation cellulaire. Vous voulez identifier les chemins, les ensembles de chemins, les arbres qui relient ces protéines qui font qu'elles interagissent les unes après les autres, les unes avec les autres. C'est quoi ça? Quand on le modélise correctement, ça vous donne un arbre de Steiner avec récompense. Et ça a été appliqué sur des données, des bases de données réelles, et ça a permis d'identifier une nouvelle protéine dont on ne savait pas avant qu'elle interagissait avec les autres. Autrement dit, c'est l'un des sommets de Steiner, un des sommets qui ont été rajoutés. Donc on a pris le graphe, on a dit « Ah, nous pensons que cette protéine-là, elle interagit avec le 3-4 là, que vous aviez en tête. » Et donc, après, il peut y avoir des expériences en laboratoire, beaucoup plus longues et beaucoup plus coûteuses, pour vérifier que ces interactions prédites vont effectivement se produire dans la réalité. Donc voilà deux exemples de problèmes pour lesquels la méthode primale duale donne de bonnes solutions, permet de progresser. Donc, donc ça, c'est un exemple de l'utilité de l'étude théorique des algorithmes, puisque la méthode primale duale, elle est générale, elle s'applique à toutes sortes de problèmes. Elle donne des algorithmes simples, donc rapides, et donc plus faciles à implémenter sans erreur. Et ce sont des algorithmes qui sont quasiment impossibles à trouver si on ne connaît pas la dualité. Alors pour conclure, dans ce cours, je vous ai parlé de beaucoup de modèles différents, flux de données, graphes dynamiques, calcul distribué, des questions nouvelles, modélisation et réseaux sociaux, théorie des jeux, toute une panoplie de techniques algorithmiques, l'utilisation de l'aléa, les marges aléatoires, les schémas d'approximation, la programmation dynamique, la programmation linéaire, le primal dual, et j'en passe. Des applications assez diverses, biologie, réseau, médecine, allocation de ressources, usines, et il y a encore beaucoup de problèmes ouverts où l'algorithmique peut contribuer. Je vous remercie. Alors, avant de prendre des questions, je crois que Gérard Berry aurait un mot à dire. Normalement, ça oui, je ne pourrais pas assister au séminaire parce que je pars à Lille dans quelques instants pour aller faire mon propre cours sur la photographie d'abord et ensuite ici à partir de mercredi prochain sur SRL de AZ. Je voulais remercier énormément Claire. Je m'attendais à ça, mais peut-être pas autant. Et je pense qu'elle a montré que l'algorithmique moderne, c'est très très différent de ce que pensent les gens de l'algorithmique. Ils pensent qu'on fait des algorithmes de tri, des choses comme ça. Ça, c'était vrai en 1985. Maintenant, ça a énormément changé. Donc, je pense que son cours était absolument fascinant et des algorithmes horriblement simples et extrêmement durs à inventer et quelquefois à prouver. Voilà. Alors, je voulais vous annoncer aussi que, d'abord, grand merci à Claire et à ses séminaristes. Et je voulais annoncer que l'année prochaine, nous allons continuer, parce que les algorithmes avaient été un peu les parents pauvres de la chaire INRIA. Depuis Bernard Chazelle, il y a très longtemps, on avait bien sûr parlé d'algorithmes, mais on n'avait pas centré sur les algorithmes. Nous allons continuer. Et l'année prochaine, ce sera donc Rachid Garaoui, qui est professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, et qui vient très souvent en France, et qui nous parlera cette fois d'algorithmes distribués. Donc c'est assez différent ce que nous racontait Claire, parce que Claire, elle était toute puissante dans ses algorithmes, vous pouvez tout voir à la fois. Ce sont des algorithmes qu'on appelle centralisés à la base. Et l'année prochaine, nous verrons des algorithmes distribués, ceux qu'on a dans les réseaux, où personne ne peut rien voir, et il faut échanger un tout petit minimum d'informations pour faire des tas de choses intéressantes. C'est un monde assez différent, bien sûr relié, mais quand même assez différent.
Et je pense qu'avec ça, on pourra ensuite passer à d'autres sujets. Je vous rappelle que la chaire INRE a été renouvelée pour 5 ans et que donc nous aurons encore beaucoup d'autres, Claire Mathieu. Et voilà, et nous n'avons pas eu beaucoup de femmes. Vous savez, il y a un problème absolument majeur. Nous avons eu 2 avec Marie-Paul Cany, qui avait fait un cours formidable sur le graphique. Il y a un problème absolument majeur, c'est qu'on explique aux filles que l'informatique, c'est pas pour elles. Et ça, je l'ai vérifié, et même les maths d'ailleurs maintenant, je l'ai vérifié dans des lycées, je l'ai vérifié en discutant avec des chercheuses ici. On leur expliquait, j'en ai rencontré à qui on expliquait à l'école, non, elle voulait faire de l'informatique, elle a dit non, non, mais c'est pas un métier de femme ça. Et donc l'image de l'informaticien comme geek, qui mange des pizzas tout le temps, qui dort jamais, etc., est une image parfaitement idiote. Vous avez un très beau contre-exemple ici, il y en a d'autres dans la salle. Et merci à Claire, et puis à bientôt. Merci Gérard.